Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Aujourd'hui, dans la série Sur le chemin du bien-être, nous avons le plaisir de vous partager une interview de Julien Perron, semeur de petites graines de bonheur et d'inspiration pour nous amener à être la meilleure version de nous-mêmes. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Julien, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour ce podcast. Donc Anasio pour une enfance protégée, c'est en fait un podcast en 3 séries. Une première série qui consiste à informer, expliquer tout ce qui touche autour des violences, notamment d'ordre psychologique. Ensuite, une deuxième série pour trouver des outils d'ordre thérapeutique et juridique pour s'en sortir. Et une troisième qui s'est ouverte il n'y a pas longtemps, qui consiste à aller sur le chemin du bien-être. Et du coup, quand j'ai pensé à ça, j'ai tout de suite pensé à toi, de par ce que tu véhicules et toutes tes réalisations. Il y a notamment 2 documentaires, C'est quoi le bonheur, L'école de la vie, la mise en place du festival de l'école de la vie, le magazine Innovation en éducation, et puis tout ce que tu représentes. Au-delà de tout ça, j'ai lu que tu étais aussi un jardinier. Donc, ce que je te propose pour commencer, c'est peut-être d'en dire un peu plus sur toi, de présenter. Ok, un grand merci à toi, Sybille. Merci pour l'invitation. C'est vrai que j'aime bien dire que je suis un jardinier de matière métaphorique, parce que ça fait 20 ans maintenant que j'ai créé mon entreprise et j'ai vraiment le sentiment de semer des graines autour de moi et d'inspirer les gens. En réalité, alors beaucoup dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la connaissance de soi, du développement personnel, de la joie, du bonheur, etc. Et donc, comme je peux mesurer maintenant avec ces 20 années d'expertise, j'allais dire, de mesurer vraiment l'impact que peut avoir une graine qui est semée, je vois que ça fonctionne, vraiment. Donc, ouais, voilà, de manière métaphorique, je me sens un peu comme un jardinier. Puis alors, de manière beaucoup plus pragmatique, on pourrait considérer que je suis chef d'entreprise intuitif, parce D'accord. que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est vraiment de manière purement intuitive. Tu citais le magazine Innovation d'éducation, les 2 films et le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous? Là, je vais écrire un livre, enfin, j'ai écrit un livre qui sort là, le 1er juin qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Euh, tout ce que j'ai fait en fait jusqu'à présent, les événements, le congrès, le festival, tout ça, ça s'est fait de manière très très intuitive. Alors pour cadrer un peu les choses, faut peut-être rappeler un peu le postulat de départ, c'est-à-dire que moi j'ai pas de diplôme, j'ai 44 ans, j'ai essayé de passer un BTS, 2 fois le bac, j'ai pas non plus le BEPC, je suis dyslexique et dysorthographique, Ouais. et j'ai créé mon entreprise à 23 ans, alors que je sortais d'épisodes de vie où j'avais été SDF pendant plus de 6 mois. Donc je crois que c'est important de poser le cadre juste en fait pour montrer que déjà dans un premier temps, même si on estime ne pas avoir les cartes entre les mains, on peut réaliser beaucoup de choses. Mm. Nous, on estime à l'heure d'aujourd'hui qu'on a impacté plus de 10 millions de personnes avec l'ensemble de nos activités. Et dans un deuxième temps, ça montre que sans diplôme, sans forcément avoir des connaissances, en fait, ce que nous fait croire la société, comme quoi il faut avoir des diplômes pour réussir dans tel et tel métier, moi, j'arrive à démontrer avec mon parcours que oui, tu peux réaliser des films, tu peux créer des événements où il y a plus de 15 000 personnes qui viennent de la France entière. Tu peux, mon film, C'est quoi le bonheur pour vous? C'est 2 millions de personnes quand même qui l'ont vu. Créer un jeu de cartes alors qu'on n'avait jamais créé de jeu, on en est déjà à 15 000 copies. Là, il y a ce livre qui va sortir le 1er juin. Enfin, voilà, moi, j'ai réussi quelque part à créer, et c'est même pas quelque part, c'est une certitude, ma vie de rêve. Et donc, je crois que c'est vraiment accessible à tout le monde. Et donc, c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, parce que je suis convaincu que tout part de là et qu'on peut nous accompagner plutôt à nous connaître. Donc, voilà, tout ça pour clarifier le côté chef d'entreprise intuitif. Ouais. Et ensuite, effectivement, je suis réalisateur, producteur, auteur, conférencier, pour les gens qui sont un peu plus pragmatiques. Super, donc très très riche, merci. Pour aller sur le chemin du bien-être, c'est aussi aller sur le chemin du bonheur. Donc tu as réalisé un très beau documentaire et comme tu disais, je crois qu'il y a eu plus de 1500 interviews et tu as fait ça en faisant un voyage de près de 800 000 kilomètres. Et donc du coup, si je te pose la question aujourd'hui pour qu'est-ce que tu dirais aux personnes, c'est quoi le bonheur et comment aller sur le chemin du bien-être? C'est génial parce que je trouve que c'est une super transition avec le livre que j'ai écrit qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi?
Parce que justement, en fait, dans ce premier tome, puisqu'il y aura un deuxième livre, c'est pas forcément deux livres qui sont connectés, c'est-à-dire qu'il faut pas forcément lire le premier pour lire le deuxième. Mais par contre, les deux sont interconnectés dans le sens où je résume très souvent ça avec un esprit sain dans un corps sain. Donc le premier livre est plutôt dédié au corps, à la matière, et puis le deuxième est plutôt lié à l'esprit, à notre monde intérieur. Et donc dans ce premier livre, C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi, je donne beaucoup d'outils justement pour accompagner les gens sur leur propre chemin et qui sont en réalité des outils qui sont tellement basiques et qui sont en face de nous dans la vie de tous les jours qu'on n'y prend même pas conscience. Et je peux t'en citer quelques-uns, par exemple, Ouais. l'alimentation. L'alimentation, voilà en fait un outil qui nous permet d'avoir de l'énergie, d'avoir une vitalité dans la vie de tous les jours. Un outil qui nous permet, enfin c'est notre meilleur médicament. Hein. Hippocrate le disait mieux que moi, hein, que ton aliment soit ton meilleur médicament. Sauf que dans notre société, une fois de plus, je reviens à l'éducation, on nous a pas appris à bien manger. En fait, on consomme des jolis produits, on consomme du marketing, mais on consomme pas une alimentation qui nous donne de l'énergie, de la vitalité et qui correspond à nous. Parce qu'on est tous différents. Si on est 8 milliards d'individus, ben, on a probablement 8 milliards d'alimentations qui pourraient être potentiellement différentes. Parce que, ben, je sais pas, imaginons, moi, je digère mal les tomates. Peut-être que toi, tu digères bien les tomates et que toi, ça te fait du bien et que c'est bon, en fait, pour ton organisme. Tu vois, c'est un exemple parmi plein, quoi. Donc, c'est à chacun, quelque part, de se positionner comme un chercheur et de comprendre quels sont les aliments qui lui apportent de la vitalité, de l'énergie, qui participent aussi à avoir une bonne immunité. Et donc comme ça, on n'en a pas appris. Il y a un grand conditionnement, un déconditionnement du coup pour aller dans cette direction. On dit que pour une personne qui est motivée, il faut à peu près entre 6 ans et 7 ans pour reprendre un peu les rênes de son alimentation, c'est-à-dire se remettre à cuisiner, savoir qu'est-ce qui est bon pour soi, prendre du plaisir à cuisiner, retourner dans les marchés, discuter avec les commerçants, comprendre d'où viennent les aliments. Est-ce que les éléments que tu vas acheter, même dans une boutique bio, est-ce qu'ils sont en étal depuis, je sais pas, 2, 3 semaines, d'où ils viennent? Est-ce que c'est des circuits locaux? Enfin, il y a toute une éducation, une rééducation à avoir autour de l'alimentation. Et de ce qu'il faut comprendre pour résumer, c'est ce que dit Hippocrate, notre alimentation, c'est notre meilleur médicament. Donc déjà, en fait, si tu accordes du temps et de l'énergie à ça en tant qu'individu, donc en tant que citoyen, on va dire, déjà, tu fais un grand pas vers toi. Ça, c'est parce qu'on peut considérer qu'à l'heure d'aujourd'hui, 80% de la population n'est pas du tout dans cette direction, mais une fois de plus, parce qu'on nous l'a pas appris, en fait, on n'a pas été éduqué, c'est pas logique pour nous, quoi. Ce que j'essaie d'amener dans ce livre, c'est que l'alimentation, le sport, le sommeil, qui sont des choses basiques, par exemple, la nature et plein d'autres choses, cela devrait être intégré dans notre quotidien au même titre qu'on se brosse les dents et qu'on mange. C'est-à-dire, ça devrait faire partie de notre hygiène de vie. Ça devrait être normal d'aller faire du sport, par exemple. Euh, je vois très souvent, là, on arrive dans une période où les gens vont faire du sport pour être beau sur la plage. Est-ce que c'est vraiment ça le sport? Non. En fait, quand tu vas chercher profondément, bah, le sport, il t'apporte aussi beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits. Et ce qui est génial maintenant pour tous les cartésiens, pour tous les pragmatiques, que ce soit l'alimentation, le sport, le sommeil, la nature, des exercices de relaxation, par exemple, on a une flopée d'études scientifiques qui montrent justement tous les bienfaits. Bien fait. Voilà. Ouais. Et donc ça, moi, je certifie à tout le monde que si chacun fait convenablement fait attention à son sommeil, à son alimentation, pratique du sport, des exercices de relaxation, va souvent dans la nature, etc. Si chacun fait ça comme une hygiène de vie, comme une habitude, au même titre qu'on se brosse les dents, comme je disais, vraiment, je certifie que les gens, ils vont voir très rapidement, en fonction des individus, on va dire, aller de 1 mois à 1 an, ils vont voir vraiment les bienfaits. Et en fait, les bienfaits, ils sont tellement multiples et énormes. Moi, je les mesure parce que c'est complètement intégré dans ma vie. Mais très clairement, pour simplifier, en fait, ça m'aide grandement dans ma vie personnelle et professionnelle. Je me sens, mais 10 fois plus éclairé, créatif, productif, pas forcément dans mon activité professionnelle, y compris dans ma vie personnelle. Je me sens, je sais pas, beaucoup plus vivant, avec une vraie joie de vivre. Et je dis beaucoup plus parce que je peux mesurer les effets aussi quand je ne le fais pas. Ça m'est déjà arrivé pendant quelques semaines pour X raisons de pas pouvoir en fait maintenir un peu ces habitudes de vie. Et j'ai bien vu que ça a changé mon mindset, ça a changé ma perception aussi des relations que j'avais avec mon entourage, des informations qui arrivaient à moi, plein de choses. Et donc Ouais. voilà, ça paraît en fait tellement simple, je te dis, que personne ne le fait. Et donc, dans ce livre qui fait à peu près 210 pages, je crois, de mémoire, et ben, voilà, j'apporte plein d'études scientifiques, plein de choses qui montrent aux Ouais. gens que voilà, c'est pas des bêtises que je dis, ça a été prouvé, et que c'est facile à mettre en place en fonction de là où tu es toi. Donc, Ouais. j'insiste beaucoup dans le livre que ben, on est tous différents et c'est à chacun de le mettre en place en fonction de qui il est, de son métabolisme,
de sa situation personnelle, est-ce qu'il est en couple avec des enfants, sa situation professionnelle, plein de choses. À chacun de l'appliquer en fonction de qui il est, mais vraiment tout le monde peut le faire. Moi, je suis entouré maintenant depuis une vingtaine d'années de gens qui ont compris ça. Et on vit tous la même chose. On voit bien en fait que ça a un impact qui est colossal dans nos vies, quoi. Et donc revenons un peu aux bases. C'est un peu ça, quoi. C'est vraiment les bases, quoi. Oui, oui, oui. Donc le message, c'est vraiment pas besoin d'aller chercher loin, revenir à soi et revenir à des éléments basiques qui sont expliqués dans ton livre, un équilibre parmi des choses simples comme l'alimentation, la nature, le sport, bref, Le une hygiène de sommeil. vie équilibrée et le sommeil, bien sûr, pour aller sur le chemin du bien-être. Super. Alors, au-delà du bonheur, du chemin du bien-être, il y a l'école de la vie. Est-ce que tu veux nous en parler? Donc, il y a un documentaire, il y a le festival, et c'est à cette occasion que la projection du film qu'on a pu se rencontrer. Est-ce que tu veux nous parler également de ce sujet? Parce que là, on revient aussi un peu plus sur l'idée de l'enfance. Et ce que tu disais, tu en as parlé un tout petit peu plus tôt, en introduction, au cœur de tout, il y a l'enfance et il y a l'éducation. Mais exactement. Exactement. Ça a été mon postulat de départ depuis plus de 10 ans maintenant, parce que bon, je voyage beaucoup. Ça fait partie de, justement, pour ce qui me concerne, d'un outil, on va dire, qui m'équilibre. Mm. Donc, je sens que j'ai quand même souvent besoin d'être dans le mouvement. Alors, je veux mettre une petite parenthèse. Voyager, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde. Ouais. Pour moi, voyager, c'est aussi prendre mon vélo, partir avec ma tante, bivouaquer pendant une nuit dans le coin, puis revenir chez moi. D'accord. Donc, je sens en fait que j'ai besoin de ça. Et donc, Ouais. et d'ailleurs, je le recommande aussi dans mon livre. Je trouve que c'est vraiment une constante qu'on devrait apporter dans notre quotidien en tant qu'être humain, c'est-à-dire s'écarter de temps en temps, tu sais, de notre vie pour prendre du recul et pour mieux revenir vers soi. Bon, parenthèse fermée. Et donc, à chaque fois, en fait, pour le coup, quand je revenais de l'étranger, je constatais, et enfin c'était un constat qui était évident, parce que j'étais dans cette dynamique, tu sais, de changer le monde, Ouais. d'apporter ma pierre positive, ce qui m'anime toujours. Et ben, je me disais, mais en fait, la solution, c'est que ça part de l'éducation. C'est-à-dire que si on accompagne le plus tôt possible les enfants vers le domaine du savoir-être et de la connaissance de soi, donc déjà vraiment de se connaître, parce que pareil, il y a peut-être 80% de la population en réalité qui passe à côté d'elle-même, parce qu'elle suit un conditionnement très tôt en fait dans notre société, et peu importe dans quel pays on nous met sur des rails, et il faut aller tout droit, quoi. Et Ouais. donc, tout part de l'éducation. Donc, depuis 10 ans, j'ai commencé à mettre beaucoup d'énergie dans l'éducation en essayant justement, une fois de plus, de semer des graines, d'inspirer les gens et de montrer que on a tout à chacun un rôle à jouer en tant que citoyen dans le domaine de l'éducation. L'éducation, c'est plein de petites choses, hein. Ça va être je sais pas, un sourire que tu vas avoir quotidien dans la vie de tous les jours, qui va inspirer aussi d'autres personnes et qui va les rendre aussi souriantes. Chacun, tu sais, je trouve qu'on a ce rôle qu'on a oublié, en fait, en tant que citoyen, une vraie responsabilité de prendre soin de soi et dans des micro-gestes qu'on peut faire dans le quotidien, une porte que tu tiens à quelqu'un, enfin plein de choses, tu sais, ça fait partie de l'éducation globale en fait de notre société. Et Mm. si on rentre un peu plus profondément, parce que souvent quand on entend éducation, on entend école, on entend Oui. éducation sociale, éducation nationale, puis les parents, évidemment la parentalité. Là encore, bah évidemment, là je mets beaucoup d'énergie parce qu'on voit bien si on isole le côté éducation de notre société, hein, l'éducation nationale par exemple, on voit bien qu'on est face à un système quand même qui peine à évoluer. C'est-à-dire que ça évolue, mais ça évolue pas assez vite par rapport à tout ce qui va très très vite pour le coup autour de nous. Et Oui. donc globalement dans le monde de l'éducation, enseignants confondus avec les acteurs qui sont aussi à l'extérieur, y compris des fondations, l'UNESCO et autres, on est quand même tous d'accord pour dire qu'il faudrait que ça aille beaucoup plus vite, quoi. Et en plus, à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils, beaucoup de professionnels qui pourraient en fait intégrer les écoles, qui pourraient même proposer des formations, qui pourraient intégrer les formations des futurs enseignants pour amener ne serait-ce que de la gestion de groupe, par exemple. Les enseignants ne sont pas, on les forme pas à la gestion de groupe, qui Non. bah, quand même un peu la base. Pareil en fait pour le savoir-être, on leur apprend pas aussi un peu à se connaître eux-mêmes pour mieux le transférer aussi aux enfants. Donc fort de ce constat, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et à l'époque, donc ça remonte à une dizaine d'années, je me suis dit, bon, je vais créer une école. Une école qui pourra peut-être inspirer d'autres écoles. Et donc, du coup, je l'ai appelée l'école de la vie. Oui. Et donc, j'ai écrit un article. Et quand j'ai écrit cet article, j'ai reçu 600 emails en 3 mois de gens qui me disaient, mais quelle idée, c'est génial, est-ce qu'on peut vous aider à créer cette école? Et il y avait vraiment, mais tous les profils, du comptable en passant par le technicien, l'avocat, des financiers, enfin, il y avait vraiment tout le monde qui était très enjoué par l'idée. Et j'arrivais pas à répondre à tout le monde par email. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais organiser un pique-nique et je vais leur proposer de venir avec une app,
de quoi manger, je trouve un lieu, et puis voilà, et puis on se retrouve et on On avance dans échange. cette idée que l'école, Ouais. voilà. Et plus je communiquais sur ce pique-nique, plus ça s'est transformé en espèce de pique-nique conférence, on va dire, parce qu'il y a des gens qui nous ont proposé de donner des conférences et nous, on n'avait pas pensé à ça. Donc, on s'est dit, bon, allez, pourquoi pas, oui. Et donc là, du coup, pour raccourcir, le pique-nique a bien eu lieu. Il y a 600 personnes, c'est 600 personnes qui sont venues. Donc, ça a été un très gros pique-nique et on a passé un moment qui était super sympa. Moi, j'ai découvert vraiment qu'il y avait des gens qui pensaient comme moi, qui avaient aussi la même ambition, donc 10 ans en arrière aussi, de dire, bon, ouais, il faudrait quand même accélérer un peu les changements dans l'éducation. Et donc, de ce pique-nique, on a décidé l'année d'après de créer un événement qui s'appelle le Festival pour l'école de la vie maintenant, parce qu'on s'est dit, bon, on va faire ça sur 3 jours, on va faire un pique-nique sur 3 jours, ce sera plus sympa. Et on est passé de 600 personnes à 9000 personnes, donc la deuxième année. Et là, on a vraiment encore pris conscience qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, déjà qui se posait beaucoup de questions et qui n'avait pas de réponse. Et puis, qu'il y avait beaucoup de personnes, en fait, qui étaient comme nous, en fait, dans ces réflexions et qui voulaient que les choses bougent, quoi. Rouge. Ouais. Et donc maintenant, voilà, on est à 15 000 personnes qui viennent au Festival pour l'école de la vie. Ça nous a donné envie de créer le Congrès Innovation en éducation. On en est à notre 5e édition. Là, c'est beaucoup d'enseignants qui viennent de l'éducation nationale en fonction de la salle dans laquelle on se trouve, parce qu'on bouge de ville en ville tous les Ouais. ans. Donc là, la dernière fois, on était à Bordeaux. C'était une salle où il y avait 600 personnes. Donc c'était quasiment que des enseignants et des professionnels qui sont dans le monde de l'éducation. C'est passionnant parce que les gens, en fait, se retrouvent entre eux. Donc déjà, eux, ça les rassure de savoir qu'il y a d'autres personnes comme eux, du même corps de métier, qui pensent comme eux, parce que parfois, ils se sentent quand même très isolés dans ce qu'ils font. Donc souvent, ils repartent de là avec des bonnes vibes, des super bonnes énergies, et puis plein d'idées, en fait, parce que c'est un peu comme une formation. Pour eux, ils prennent beaucoup de notes, et Ouais. après, ils testent des choses, soit dans leur classe, soit dans leur activité professionnelle. Et de là, à Nantes, donc pendant cette période-là, j'ai créé le film L'école de la vie, une Ouais. génération pour tout changer, qu'on a diffusé en avant-première au Festival pour l'école de la vie. Là, pour moi, ça a été un moment magique parce que c'était la première fois qu'il y avait 1200 personnes sur un parvis qui regardaient le film. Mmh. C'était très émouvant pour moi. Et puis voilà, après, de fil en aiguille, ça m'a donné envie de continuer à mettre de l'énergie dedans. Du coup, on a créé une marque qui s'appelle Innovation en éducation. Et de cette marque, qui pour moi maintenant est devenue comme une galaxie, on l'a déclinée en plein de choses. Donc il y a le magazine papier Innovation d'éducation, il y a le congrès Innovation d'éducation dont je parlais, le podcast Innovation en éducation. On a créé une académie Innovation en éducation qui permet en fait de former les futurs parents à devenir parents. Et puis un livre qui est autour des écoles alternatives, qui s'appelle Après l'école alternative, quel avenir pour mon enfant? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait, non pas que je milite pour les écoles alternatives, parce que pour moi, c'est pas du tout la solution, mais en fait, je me rends compte depuis une dizaine d'années qu'il y a beaucoup de parents qui se posent des questions de déscolariser leurs enfants et de les mettre ou pas dans des écoles alternatives. Et s'ils les mettent dans des écoles alternatives, ils se disent, mais qu'est-ce qui va se passer après quand ils vont Après. aller au collège? Eh oui. Mmh. Et donc là, on a rencontré, on a mis, je crois qu'on en a mis 15 ou 18 dans le livre. Donc j'ai rencontré des gens qui sont passés à l'époque par des écoles alternatives et qui sont maintenant adultes. Donc la plus jeune, je crois qu'elle a 25 ans, et la plus ancienne, je crois qu'elle a 70 ans. Et donc ils ont tous vécu des expériences de pédagogie alternative. Et je voulais savoir en fait qu'est-ce qu'ils sont devenus eux maintenant pour Ouais. rassurer un peu les parents qui se posent des questions. Et donc oui, c'est très rassurant en fait. Tu vois Mmh. que sans trop spoiler le livre, on voit quand même que déjà vraiment la dominante de toutes ces personnes qui se connaissent pas, mais moi que j'ai fait ressortir, c'est que peu importe la pédagogie par laquelle ils sont passés, donc une pédagogie différente de l'éducation nationale, ils ont appris à se connaître. Et Mmh. le fait d'apprendre à se connaître, ça leur permet en fait d'être très épanouis maintenant dans leur vie de tous les jours, euh, à titre perso et pro d'ailleurs. Certains ont créé une activité, d'autres sont salariés dans une entreprise, mais qui donnent du sens. Donc, ce qui veut dire qu'ils s'épanouissent dans leur activité professionnelle, ce qui est très rare dans notre société d'aujourd'hui. Là, une fois de plus, pour moi, 80% des gens, ils ont une activité qui est purement alimentaire, donc ils Ouais. sont pas épanouis, quoi, à mon Ouais, sens. c'est ça. Et donc voilà, cette dominante, elle est assez étonnante, puis il y en a d'autres. Donc voilà. Et donc voilà, en fait, l'école de la vie, ça nous a amené quelque part. Au départ, c'était vraiment pour mettre un coup de projecteur sur l'idée de créer cette école. Mmh. Et très rapidement, dès la 3e année du festival, on s'est aperçu qu'on avait ouvert une boîte de Pandore Ouais, et c'est qu'il y ça, c'est avait plus que des ça. milliers et des Ouais. milliers d'outils, de possibilités, de pédagogie dans le monde de l'éducation, mais qu'en réalité, personne n'en parle. C'est-à-dire que le mainstream ne parle pas de ça, ou très Ouais. rarement. L'éducation nationale, très très rarement aussi de tout ce qui se passe à l'extérieur de l'éducation nationale. Donc là, on s'est dit, bon, si nous, on peut faire le job et à notre manière semer des graines
et montrer aux gens, en fait, qu'il y a plein de solutions, il se passe plein de choses, et on sera content. Donc, c'est vrai que entre le magazine, le festival, le congrès, le podcast, Ouais. etc., les films, on arrive à semer des graines dans des univers assez différents et on sent bien que la mayonnaise prend depuis des années et que ça marche. Comme je te disais, en fait, ces graines qu'on sème, ça marche, quoi. Oui, oui, Ça oui, marche oui. vraiment. Et du coup, ce que tu dis, c'est au-delà de l'école au sens propre du terme, c'est apprendre à se connaître pour aller vers ce que l'on veut être vraiment et être épanoui. C'est ça en fait. Donc ça rejoint complètement ton premier thème qui est c'est quoi le bonheur et aller Exactement. sur le chemin du bien-être. Mais oui, parce qu'en fait, tout part de là. Ouais, Enfin, c'est ça. moi j'ai eu cette chance de naître dans une famille avec des parents quand même relativement ouverts, notamment ma mère, avoir commencé justement ce chemin vers moi vers l'âge de 10 ans, ce qui est quand même Ouais, assez rare dans notre société. Et en fait, je mesure vraiment pleinement, je trouve que j'incarne vraiment à fond ça et je mesure tous les bienfaits que ça m'a apporté de me connaître le plus tôt possible. Rares étaient ceux à l'époque quand j'avais 23 ans à créer une entreprise. J'étais seul en fait, quelque part, tu vois, à mon âge. J'étais dans ma petite chambre de bonne de 10 mètres carrés au sixième étage. Même mes parents, hein, ils se disaient, mais t'es fou, en fait, Julien, je sortais de cet épisode où j'avais été SDF, j'avais ouais, pas de diplôme, je suis dyslexique. Mais pour autant, le fait que je me connaissais et que j'avais appris notamment à écouter mon intuition, je savais en fait qu'il fallait que je le fasse. Et donc, effectivement, contre toute attente de mes proches, ma famille, mes amis, j'ai persévéré. Et ça a été le fait de persévérer. Je crois que ça a été vraiment l'allié, on va dire, du kung-fu. En fait, c'est le kung-fu qui m'a notamment amené ça. Ça a été une autre école de la vie, de persévérer, de rien lâcher, de croire en moi, en fait, de me relever, en fait, parce qu'il y a eu évidemment plein d'échecs, de me relever à chaque échec et de retenter de faire différemment. Et ça, pareil, en fait, c'est des choses qu'on peut nous apprendre. On peut vraiment ça nous l'éduquer et nous l'apprendre le plus tôt possible, que ce soit à l'école ou les parents directement et même globalement la société. Parce qu'en réalité, je te dis, c'est un projet sociétal. Ça ne concerne pas que l'éducation nationale c'est ni que ça, les parents. C'est un c'est vrai ça. projet sociétal, quoi. Oui, oui, parce que dans tout ce que tu dis, tomber, se relever, finalement, c'est expérimenter la vie et avoir un environnement qui facilite ça. Et donc, quand tu donnes ton exemple, c'est à 10 ans, tu as été soutenu pour pouvoir vivre tout ça, en fait. Alors, ce qui est important, c'est pas tant l'environnement, D'accord. vraiment. Ouais, j'ai un bon exemple d'ailleurs qui parle de ça, de l'environnement. Tu connais André Stern? Non. Non, André Stern, bon, c'est un mec assez connu dans le monde de l'éducation parce que Ouais. il n'a pas été à l'école, notamment, c'est pas le seul, bien évidemment, mais en fait, lui s'est fait quand même plutôt médiatiser. Il a créé un institut. Son papa est plus connu, il s'appelle Arno Stern, et il a créé le jeu de peindre, D'accord. qui est très connu dans le monde de l'éducation, notamment au niveau des enseignants. Et donc, eux, ils sont d'origine juive, et donc à l'époque, ils ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ils étaient obligés de se planquer parce que sinon, en fait, ils allaient mourir, quoi, en gros. Ouais. Lui, il était tout petit. Et en fait, il m'a expliqué récemment que ça a été quasiment les meilleures années de sa vie, curieusement. Tu vois, alors qu'il y avait un environnement qui était pas du tout Ouais, ouais, propice ouais. à ça. Ouais. Mais pourquoi ça a été l'un des meilleurs moments de sa vie? Parce qu'en fait, il a senti mais tellement de la solidarité, de l'amour, de la confiance au sein de leur famille que lui, en fait, ça lui a donné beaucoup de joie, beaucoup de La confiance en force. soi, Ouais. de la force, exactement, quoi. Et donc, tu vois, c'est pas tant l'environnement extérieur, en fait, Non, je pensais à l'environnement familial. Et tu fais bien de préciser. En prenant ton exemple, hein, tu disais le soutien de ta famille, en particulier de ta mère à 10 ans, qui a fait que tu as pu aller. Et donc ça, c'est très, très bien, très important. Et ça m'amène du coup au dernier point qui est Anasio pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet. Du coup, est-ce que c'est ça? C'est l'importance de l'environnement familial, cette sécurité tout en permettant à l'enfant d'être qui il doit être, qui il veut être. Ça, je pense que c'est vraiment l'idéal. Mais en même temps, j'ai toujours cet exemple. J'ai un grand frère qui a 5 ans de plus que moi. Et donc, D'accord. du coup, on a grandi, tu vois, on sort du même moule, on a grandi dans le même environnement, etc. Mais pour autant, je vois bien qu'on a pris des choix complètement différents dans nos vies. Je vois bien aussi que la perception de la vie et le regard qu'on pose sur la vie est complètement différent. Mm. Alors que, tu vois, on peut considérer quand même éduqués de la même Différent. manière. Ouais, ouais, Donc, ouais. moi, j'en suis arrivé à une conclusion par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même aussi un terrain. Tu vois, on est 8 milliards d'individus, donc on est 8 milliards de personnes différentes, avec des terrains, avec des acquis, on va dire, avec comme des prédispositions, quoi. Mm. Et notamment, ma mère me disait que quand j'étais beaucoup plus petit, donc même avant 10 ans, elle avait constaté que j'étais quelqu'un de nature très optimiste. D'accord.
tu vois? Alors qu'il n'y avait pas vraiment de raison de l'être. Mes parents ont divorcé, j'avais 6 ans et ça n'a pas été un divorce très, très cool quand même, tu vois, D'accord. c'était parfois un peu violent. Ouais. Donc, on ne peut pas considérer que j'ai cultivé naturellement une forme d'optimisme, mais Oui, peut-être que j'avais ce terrain naturel, tu vois? d'accord. Un peu comme on a des talents innés. Oui. Moi, je trouve qu'on est tous très, très bons de manière innée dans quelque chose. Et Mm. ça serait le rôle justement de notre société de nous accompagner vers ça, en fait, parce que Mm. c'est ce que je fais d'ailleurs moi. C'est-à-dire que toutes les activités que je mets en place, c'est ni plus ni moins que ce que je suis quelque part, quoi. Donc, je mets à contribution là où pour moi c'est facile d'aller, quoi. Et c'est ça qui serait génial, c'est que chacun puisse tendre vers la meilleure version d'elle-même dans ses qualités innées, quoi. Donc oui, ça c'est vraiment le top, c'est-à-dire de faire confiance à l'enfant, de lui créer un environnement qui lui permet justement de montrer qu'on a confiance en lui, qu'on le soutient et qu'on va dans cette direction. Il y a plein de cultures d'ailleurs qui prônent ça et qui le font et on voit que ça apporte vraiment beaucoup de choses. Parce qu'un des maux de notre société, parmi plein d'autres, c'est notamment le manque de confiance en soi. Ouais. Donc le plus tôt on peut apporter cette confiance, mieux c'est. Mais en même temps, je vais contredire un peu ce que je dis. C'est-à-dire que moi, j'avais perdu confiance en moi à l'école parce que je suis 10, donc Oui. j'étais très mauvais dans les études. Je pensais que j'étais nul, en fait, que je savais rien. Enfin, c'était vraiment très dévalorisant. Oui, puis tu as Jusqu'au eu un jour, directeur oui, qui t'a alors, très bien violent, cassé. ouais, très très violent. Et jusqu'au jour où je découvre le kung-fu. Et là, en fait, très rapidement, déjà, j'adore le kung-fu très rapidement. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai un adulte. Je vois dans ses yeux, en fait, qui me fait confiance et qui croit en moi. Et moi, je dis que ce maître-là, en fait, il m'a vraiment forgé. En fait, il m'a fait sortir un peu de cette manque de confiance que j'avais en moi. Il a cru en moi, il a misé sur moi. Et du coup, je suis devenu champion de France en 99. Mm. C'est en grande partie grâce à lui. Évidemment, j'ai répété les mouvements, mais c'est en grande partie, je suis convaincu du fait qu'il y avait cette personne-là, en fait, qui a cru en moi, qui a misé sur moi, qui m'a permis de sortir, en fait, de ma zone de confort, de me dépasser, etc., quoi. Et ça, il y a beaucoup d'exemples dans notre vie du quotidien. Peut-être que toi, t'en fais partie ou que tu as des amis, ou un jour dans notre vie, ça peut être un prof ou quelqu'un qui Mm. a eu confiance en nous, tu sais, qui nous Oui, attire un peu plus vers le haut que oui, d'autres personnes. Et ça ouais, a changé énormément de choses, en ouais, fait, dans notre vie. ouais. Un Et donc, mentor, hein, ouais, ouais. exactement. Donc, Mm. faut pas tout reposer sur les parents. Ouais, Parce que tu peux le trouver, en fait, dans autre chose, cette ouais. confiance. C'est ça que je veux dire. Mais effectivement, en fait, c'est un élément qui est vraiment crucial dans la vie de tous les jours. Et quand je croise, ça m'arrive assez souvent, en fait, des gens où soit ils l'expriment, soit moi je le ressens, ils n'ont pas confiance en eux. Bah, effectivement, tu peux sentir que c'est peut-être un peu plus compliqué, en fait, pour eux d'avancer et d'aller de l'avant, quoi. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'outils, il y a plein de professionnels, il y a plein de conférences, il y a plein de choses, en fait, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, où on peut justement reprendre les rênes de notre vie et si c'est quelque chose qui est lié à la confiance en soi, reprendre en fait confiance en soi. Mm. Je veux dire, c'est jamais fini en fait, quoi. La vie, c'est une formation continue. C'est ce que je trouve génial, quoi. Moi, j'en apprends encore tous les jours sur moi, alors qu'on peut considérer, tu vois, j'ai 44 ans, donc on peut considérer que ça fait plus de 34 ans que je chemine, quoi. Très bien, très bien. D'accord. Et alors, du coup, en résumé, sur cette idée de pour une enfance protégée, donc c'est l'enfant au cœur du sujet. La solution pour toi, donc c'est bon, de la confiance en soi qui peut venir de l'environnement familial, qui peut venir de quelqu'un de l'extérieur qui a ce rôle de mentor. Est-ce que tu vois d'autres choses? Je crois qu'il faut vraiment aussi ne pas hésiter à leur faire essayer plein de choses. Hmm. Je repense à quelque chose, là, il y a le magazine Innovation et l'éducation, là, il y a le numéro 14 qui est en train de sortir là en ce moment. Donc les abonnés sont en train de le recevoir. Dans le mag, justement, on m'a interviewé et je parle de ça. Et je me rappelle, moi, à l'époque, en parallèle du Kung Fu, je faisais du skateboard. Donc j'ai fait aussi 14 ans de skateboard. Et donc la personne qui m'a interviewé se disait, mais à l'heure d'aujourd'hui, et c'était un peu le cas déjà à mon époque, il y a beaucoup de parents qui se posent la question en fait de laisser leurs enfants aller vivre des expériences dehors parce qu'ils ont Ouais, peur. ouais, La peur est quand même de plus en plus présente dans notre société, quoi. ouais. Je pense qu'à l'époque, on se posait moins de questions, mais malgré tout, ma mère avait vraiment envie de rencontrer les camarades avec lesquels je faisais du skateboard. Et donc, le skateboard, notamment, ça a été une autre école de la vie pour moi parce que j'ai appris plein de choses. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est faire confiance aussi donc aux enfants, comme je disais tout à l'heure, mais leur laisser vivre des expériences aussi. C'est-à-dire essayer du mieux qu'on peut, parce que c'est peut-être facile à dire, de sortir un peu de ces peurs qu'on a et de leur faire confiance, encore une fois de plus, s'ils ont envie de faire, bah, je sais pas, oui, aller faire du skateboard, aller faire du BMX, alors que pour nous, c'est super dangereux parce qu'ils vont faire des sauts dans tous les sens. Enfin, tout ce qui sort un peu de notre propre zone de confort, Ouais. mais qui, pour eux, en fait, pourrait être une source très épanouissante
Parce que vraiment, moi, pour le coup, le skateboard, ça m'a apporté aussi énormément de choses. Et donc, je remercie mes parents d'avoir fait confiance parce que bah, je me cassais des coudes, je me cassais des tibias, des fois je renais avec des cocards. Enfin bon, je pense que pour les parents c'est un peu compliqué aussi de les voir comme ça. On est habillé en plus un peu, tu sais, bizarrement, on va dire peut-être pour les yeux des parents. On écoute de la musique qui est un peu bizarre aussi pour les parents. Enfin c'est une communauté et donc faire vivre des expériences, leur laisser vivre des expériences, ça pour moi aussi c'est très important. Quelque part leur accorder peut-être un peu plus de liberté qu'ils ont maintenant parce qu'on est dans une société où on a très très peur quoi de beaucoup de choses. Et du coup, ça soulève un point dont tu as parlé aussi dans tes écrits et lors du documentaire de l'école de la vie, c'est que laisser faire, lâcher un peu, faire confiance, ça implique aussi en tant que parent de travailler un peu sur soi et de réduire ses peurs, parce qu'en effet, on est plein de peurs, et pour laisser faire. Oui, ça, pour moi, ça fait partie des bases. En fait, j'appelle ça un peu le triangle gagnant, c'est-à-dire Mm. que faut s'occuper des enseignants, des parents et des enfants. Ok. En fait, si on s'occupe par exemple que des enfants, ben, on passe à côté des deux autres Mm. et on en revient, comme tu le disais, à la connaissance de soi. C'est primordial, mais c'est primordial et pour un enseignant et pour aussi en étant parent. C'est pour ça qu'on a créé l'Académie Innovation en Éducation, je te dis, c'est parce que moi, mon constat, je vais te donner en fait un exemple et une anecdote. Quand je faisais le film C'est quoi le bonheur pour vous, donc pendant 4 ans, j'étais dans 25 pays et je dormais chez les gens. Et en parallèle de ça, donc là, c'était que pour moi. Quand je dormais chez les gens et qu'ils avaient des enfants, je leur demandais pourquoi vous avez fait des enfants. Je voulais comprendre. J'étais en pleine question. Je réfléchissais moi aussi à être parent ou pas, quoi. Et donc, pour être très synthétique, il y en a beaucoup qui m'ont dit, bah oui, nous on est devenus parents parce que c'est normal d'être parents. On a fait des enfants parce que j'ai pas envie d'être seul plus tard. On a fait des enfants parce que ça va signer un peu dans notre couple. On a fait des enfants parce que bah, c'est une réussite. Tu vois, je l'ai réussi quoi. Et en réalité, il y en a quand même très peu qui m'ont dit par amour ou parce que je sens en fait que je suis habité par ce rôle-là et que je dois transmettre ça et que je dois accompagner un petit être. Très très peu. Et je vois en fait que ça n'a pas réellement évolué. C'est-à-dire que une grande majorité des parents à l'heure d'aujourd'hui, si on regarde bien, on fait des enfants de manière purement sociétale. Il n'y a pas une vraie réflexion de fond. Et donc, on a créé cette académie justement pour amener la réflexion en amont. Un peu comme les 1000 premiers jours. Pour ceux qui Oui, connaissent, oui, il y oui. a les 1000 premiers jours là, qui est disponible un peu partout, qui a été quand même accompagné par Boris Cyrulnik, Isabelle Filosa, Isabelle. Catherine Béguin, c'est porté d'ailleurs par le ministère de l'Éducation nationale. Bah, c'est un peu ça ce qu'on a fait avec l'académie, sauf que c'est de l'audio. Donc, on a rencontré des professionnels, on les a interviewés pour justement susciter un peu la réflexion, amener des connaissances qu'ils ont peut-être pas avant de se lancer. Peut-être pour réfléchir aussi tout simplement avant de dire est-ce qu'on est réellement prêt? Parce que la grande punchline que disent tout le monde, ah, mais on sera jamais prêt avant de se lancer. Je crois à ça. Moi, j'y crois vraiment. Mais peut-être que c'est vraiment intéressant de se poser les questions pourquoi on sera jamais prêt? Et donc, du coup, d'avoir plein d'éléments de réponse et voir réellement bah, si on a vraiment envie de se lancer dans ce rôle-là. Bon, c'est complet, c'est riche. Merci beaucoup, Julien. Alors, un petit mot de la fin? Eh ben, dans mon bureau, j'ai une citation qui est de Gandhi, que je trouve très inspirante et qui dit: Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et en fait, cette citation, moi, je suis tombé dessus quand j'avais, je sais pas, 10, 12 ans, je crois, un truc comme ça, en allant, tu sais, dans les brocantes. Oui. Et j'ai trouvé ça énorme, en fait, comme citation. Elle est restée très intégrée dans ma tête pendant très longtemps. Donc, du coup, je l'ai encadrée chez moi, enfin, dans mon bureau. Et pour moi, elle résume tout, en fait, si tu veux. On est dans des sociétés, on attend beaucoup de l'extérieur, des politiciens, je sais pas, de la pharmacopée, de l'agroalimentaire, plein de choses de fait de l'extérieur, et on oublie ce que je disais au tout début, c'est-à-dire notre responsabilité citoyenne. Donc, et d'ailleurs, ça sera l'objet du prochain magazine là, qui va sortir, Innovation et Éducation cet été. C'est 100% good vibes. En fait, on veut montrer une partie, parce qu'en 80 pages, on peut pas montrer tout le monde, mais de ces gens, en fait, comme moi, je suis un citoyen lambda, tu vois, je suis ni plus ni moins qu'un citoyen, en fait, qui a pris les choses en main à sa manière, avec mes compétences, avec mon réseau, avec ce que je suis, pour essayer justement de faire en sorte que le monde que j'ai envie de voir, il soit à l'image de ce que je crée, quoi. Et je me dis, et c'est tellement vérifiable, si tout le monde faisait ça chacun à son niveau, bah vraiment, on serait dans une société totalement différente. Et le point de départ, c'est la connaissance de soi. Donc, en tant qu'individu, on a cette responsabilité citoyenne de prendre soin de soi dans un premier temps, de notre monde intérieur, avant de vouloir changer le monde à l'extérieur. Et ça, croyez-moi, c'est déjà un challenge parce qu'on ne nous l'a pas appris. Donc, faisons ce premier pas tous les jours, de faire du mieux qu'on peut, de prendre soin de soi, chacun à notre niveau. Et là, je pense qu'on va vraiment changer la société profondément allez, en 25 ans.
pour une Parfait. génération. Merci beaucoup. Ça conclut parfaitement le aller sur le chemin du bien-être, c'est prendre soin de soi et travailler la connaissance de soi pour en effet aller vers une autre société. Merci Julien. Alors pour te retrouver, donc il y a une multitude d'endroits, les réseaux sociaux, ton livre qui sort du coup le 1er juin. Exactement. Oui, alors c'est très simple. En fait, on a créé, on a plein de sites, on en a 9, mais on en a créé 2 là récemment qui permettent de regrouper tout ce qu'on fait. Donc Très il bien. suffit de retenir les 2 liens. Donc il y en a un qui s'appelle «C'est quoi le bonheur?» tout simplement. Donc on tape «C'est quoi le bonheur?» dans un moteur de recherche et puis il y en a un autre qui s'appelle «Innovation en éducation» et donc ce sont 2 galaxies qui regroupent quasiment tout ce qu'on fait, quoi. Toute l'activité. Très bien, plus le livre le 1er juin qui sort. C'est quoi le bonheur? Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. À bientôt!